Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous accueillons maintenant les représentants de l'Association canadienne du vapotage. Alors, bienvenue à votre Assemblée nationale. Vous disposez d'une période de présentation, votre présentation de 10 minutes. Par la suite, vous aurez un échange avec les parlementaires. Je vous demanderai, pour des fins d'enregistrement, de bien vouloir vous nommer, de préciser vos fonctions. Et par la suite, vous avez donc 10 minutes. La parole est à vous. Thank you. Monsieur le Président, je suis Bégil Lacrème, président de l'Association canadienne de vapotage. Au nom de l'Association canadienne de vapotage et comme unique représentant de cette industrie au Canada, je suis heureux de vous faire cette présentation sur le projet de loi 44. Je suis le président de l'Association canadienne et fondateur, PDG de Cigarettes Incorporation, une société basée à Mississauga, en Ontario. Nous fabriquons des liquides pour le vapotage. Je suis Monsieur Darren Marion est avec moi de l'Association Québec et Julien Pierre-Ventis, gestionnaire général. Nous avons présenté un rapport pour votre considération. J'aimerais souligner certains des points dans notre présentation et aussi vous donner plus d'informations sur notre organisation. L'Association canadienne est une organisation sans but lucratif fondée en 2014 en partenariat avec des associations, des cigarettiers. Nous donnons un cadre de réglementation pour cette industrie. Il y a des tests de liquides de vapotage, des bouteilles, des critères sur les contenants. Des critères ont été posés depuis 2011 et les membres payent pour participer. Donc, nous voulons bien réglementer cette industrie. Je peux vous dire que nos membres prennent des risques pour donner des choix plus santé et aussi pour évoluer vers un Québec sans fumée. Nous avons participé à d'autres audiences et aussi nous travaillons avec plusieurs autorités législatives en Manitoba, au Colombie-Britannique et d'autres. Nous discutons aussi avec des membres du gouvernement fédéral et aussi nous nous considérons comme un partenaire valide pour étudier ces questions. Je vais maintenant passer la parole à M. Marion Montes qui va expliquer notre position en français et ensuite je suis heureux de participer à la discussion en anglais parce que de toute façon vous ne comprendriez pas mon français. Bonjour, je m'appelle Daniel Marien, je suis un des propriétaires de la Vape Shop, une bannière au Québec. Je suis aussi un des board members de CVA pour notre organisation. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2010, l'industrie du vapotage est en constante croissance, ce qui représente des centaines d'employés et plusieurs milliers de clients, générant environ 50 millions de dollars de revenus pour le gouvernement. Le nombre de points de service, le nombre de points de vente au Québec est estimé à plus de 183. La croissance de l'industrie du vapotage au Canada n'est pas le résultat des campagnes médiatiques ou publicitaires coûteuses menées par les compagnies de tabac. Dans les faits, cette croissance est plutôt le résultat direct de la grande demande pour ces produits chez les fumeurs. Je vous rappelle qu'il y a plus d'1 500 000 fumeurs au Québec. La grande majorité des propriétaires de magasins sont d'anciens fumeurs qui, comme moi, ont arrêté de fumer pour vapoter. Ils ont fait le choix d'une alternative plus saine lorsqu'ils ont compris tout le potentiel qui réside dans cette technologie et le principal bénéfice qui en découle, c'est-à-dire le vapotage est une alternative plus santé que fumer la cigarette. Des études scientifiques et médicales qui appuient nos affirmations sont incluses en annexe dans le mémoire que vous avez en votre possession. En résumé, les études titrent les conclusions suivantes. Vapoter est au moins 95 % plus santé que fumer la cigarette et ne cause pratiquement aucun effet secondaire. La majorité des vapoteurs sont d'anciens fumeurs. La cigarette électronique développe moins de dépendance que la cigarette composée de tabac. Comme la grande majorité de nos estimés collègues de l'industrie, nous croyons que le vapotage est une alternative pour contrer l'usage de la cigarette traditionnelle. C'est pour cela que nous croyons que le projet de loi 44 propose une définition erronée de ce qui constitue le tabac. Nous avons été très étonnés lorsque nous avons pris connaissance de l'article 1 et de l'article 1.1 du projet de loi de constater que vapoter dorénavant équivaudrait à fumer la cigarette.
Monsieur le Président, cela semble contredire la position du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, qui a affirmé qu'il considérait la cigarette électronique comme étant une alternative efficace pour cesser de fumer. À maints égards, le gouvernement québécois a été un modèle pour plusieurs pays quant à l'implantation des mesures anti-tabac efficaces afin de réduire l'impact néfaste du tabagisme. Une fois de plus, le Québec a l'occasion d'agir à titre de précurseur en s'assurant que les fumeurs d'âge adulte ont accès à des produits alternatifs qui réduisent les risques de problèmes de santé causés par le tabac. Nous appuyons les principes du projet de loi 44 et accueillons avec enthousiasme une réglementation gouvernementale dans ce marché. Cependant, nous croyons que l'objectif ultime est de maximiser les gains pour la santé et d'en minimiser les risques. Nous jugeons que le projet de loi, dans sa forme actuelle, aurait un impact négatif majeur sur l'industrie en croissance, par conséquent, nuira aux adultes qui sont à la recherche d'une option pour cesser de fumer. Nous insistons sur le fait que les atomiseurs personnels et les cigarettes électroniques ne sont pas des produits de tabac, mais des alternatives à la cigarette, et c'est pour cette raison qu'ils doivent être définis et réglementés différemment, vraisemblablement sur une loi commerciale ou manufacturière. Nous sommes d'accord que la vente doit être interdite aux mineurs, que les restrictions du vapotage à l'intérieur sont inévitables. Nous croyons également que la promotion et la publicisation de vapotage comme étant un style de vie branché n'est pas appropriée. Alors, bien que nous soyons en accord avec l'esprit du projet de loi 44, nous prions la Commission de considérer les amendements spécifiques suivants. Autoriser le vapotage à l'intérieur dans les lieux interdits aux mineurs. Permettre aux commerçants qui interdisent l'accès aux mineurs de faire l'étalage de leurs produits et marchandises pour que les clients puissent en faire l'essai en magasin. Permettre aux commerçants qui interdisent l'accès aux mineurs de faire la promotion de leurs produits à l'intérieur même de leur boutique. Je cède maintenant la parole à M. Maltais. Bonjour, M. le Président. Mon nom est Julien-Pierre Maltais. Je suis directeur des opérations pour la compagnie Les Magasins Vaporus Incorporés. Monsieur le Président, nous croyons que les amendements que M. Marien vient de mentionner auront pour effet spécifiquement d'éviter que les mineurs aient accès aux produits auprès des détaillants et d'assurer qu'ils ne soient pas exposés au vapotage dans les lieux publics qui leur sont accessibles. Quant aux fumeurs adultes, ils bénéficieront d'un meilleur accès à l'information, ce qui peut grandement influencer lors d'une prise de décision quant au choix d'une méthode pour cesser de fumer. Ces amendements enverraient le message que vapoter est plus sain que fumer la cigarette et éviteraient ainsi d'assujettir ceux qui ont fait un choix santé à la fumée secondaire de la cigarette. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que la technologie de notre industrie a fait des pas de géant depuis qu'elle a été mise sur le marché. D'ailleurs, le CVA collabore avec le Conseil canadien des normes sur une proposition de mise en place d'une commission technique pour créer une norme ISO sur les produits dont se servent les vapoteurs. Cette norme établirait des règles de sécurité et une méthodologie de test, et ce, afin d'en sécuriser l'utilisation. Les études et les recherches réalisées par le corps médical au Québec, entre autres par les docteurs Ostigui et Junot, et à travers le monde, ont démystifié le mythe qui perdurait dans les médias sur ce qui entoure la cigarette électronique et le vapotage. D'ailleurs, la technologie ne cesse de s'améliorer de jour en jour. Cette quête constante de progrès se reflète dans une toute nouvelle technologie avec brevet mise au point par une compagnie des Pays-Bas qui permet d'éviter les coups secs, communément appelés dry hits dans l'industrie, les brûlures, la surchauffe et les vapeurs potentiellement toxiques que sont susceptibles de causer les dispositifs de vapotage de moindre qualité. Finalement, l'Association canadienne du vapotage est en accord avec le fait qu'une réglementation est nécessaire et fait que sa mission de travailler avec le gouvernement pour améliorer le projet de loi 44. Néanmoins, nous invitons la Commission à consulter rigoureusement les membres de l'industrie du vapotage en ce qui concerne le projet de loi 44 et ses amendements. Donc, nous recommandons à la Commission d'attendre que le Conseil canadien des normes formule des standards ainsi que des règles de sécurité et s'appuie sur les conclusions des recherches et des études de cas avant de réguler l'industrie. Nous croyons que la loi anti-tabac en vigueur est efficace puisque nous constatons une nette régression de la proportion de fumeurs au Québec au cours des dernières années. Cependant, nous estimons que le gouvernement a une occasion d'exploiter les effets positifs du vapotage dans une perspective de santé publique et, surtout, d'éviter que le marché du vapotage devienne clandestin. Cette perspective est à envisager si le projet de loi 44 est adopté dans sa forme actuelle. Je vous remercie de votre attention au nom de la CVA. Nous sommes maintenant disposés à répondre à vos questions.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre pour un premier bloc d'échange d'une durée maximale de 23 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur, je ne vais pas prononcer incorrectement votre nom. On dit Lacani? Comment on prononce votre nom? It's Beju Lacani. Lacani. Yes. OK. Monsieur Marien et Monsieur Maltais, merci d'être ici et de nous faire part de vos commentaires, présentations. Comme je le dis à tous les groupes, sachez que tout ce qui est dit ici, et même il y en a qui déposent des mémoires qui n'auront pas le privilège de venir en commission parlementaire, tout va être lu et tout va être pris en considération avant de faire l'adoption de la loi. Évidemment, on est en étape consultation, c'est pas pour rien, c'est pour entendre et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous ai entendu parler de collaboration, Monsieur Marien, oui, avec les cigarettiers. Est-ce que vous avez, je vous ai entendu dire ça dans le début de votre présentation. Collaboration avec les cigarettiers. Ce que M. Marien a mentionné, c'est que la popularité... Ce que je disais, c'est au niveau de promotion, c'est que la popularité de la cigarette électronique actuellement au Québec ne découle pas d'aucune publicité comme les compagnies de tabac vont faire pour mousser la popularité de leurs produits. Il découle plus simplement de l'utilisation, des résultats que les gens ont entre eux, puis de la façon exponentielle que ça s'en va au public. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. OK, mais il n'y a pas de collaboration comme telle avec... Non, vraiment pas du tout. Et non plus avec l'industrie du tabac? Non. Parmi vous autres, il n'y a personne qui est relié à l'industrie du tabac? Non, il n'y a personne, à ma connaissance, qui est relié avec l'industrie du tabac. On est... I should say, just as forcefully as I possibly je peux dire aussi fort que je puisse le dire, fondamentalement, on est anti-tabac, fondamentalement, d'un point de A à Z. Nous, il n'y a personne dans le domaine du tabac qui est membre, qui est propriétaire de quoi que ce soit. La plupart d'entre nous, y compris moi-même, on est des anciens fumeurs et on ne veut plus rien avoir à faire avec le tabac. Compris, vous êtes des anciens fumeurs, mais vous êtes devenus des vapoteurs. Monsieur Marien, ça fait combien de temps que vous vapotez? Moi, ça fait 4 ans. Est-ce que vous avez l'intention ultimement d'arrêter de fumer ou de vapoter? Bien, vapoter, comme ma perception de vapoter, c'est pas fumer. On utilise un produit qui n'a pas les 4200 produits chimiques qui se trouvent dans une cigarette. Puis, personnellement, moi, dans ce que j'utilise comme liquide, il n'y a pratiquement plus de nicotine à l'intérieur. Donc, oui, je vous dirais qu'il y a l'équivalent peut-être de ce que je fumerais dans 2 cigarettes dans une journée en nicotine, contrairement aux 50 que je fumais avant, il y a 4 ans. C'est une nette amélioration, mais il y a encore une dépendance. Vous convenez de ça avec moi? Oui, je dirais. Il y a des journées que j'utilise aucune nicotine non plus dans mes liquides. Ça peut dépendre du niveau de stress. C'est un peu comme quelqu'un qui mange sa palette de chocolat parce qu'il est très nerveux, il a besoin de sucre. Est-ce que vous avez... vous avez parlé d'études scientifiques et honnêtement, pour ma connaissance, il n'y a pas d'études qui nous fait preuve de rien de long terme. Les études que vous relatez, c'est toujours des affaires à court terme, fait qu'on n'a pas les conséquences. Je comprends, puis je sais, puis je l'ai entendu, puis j'ai rencontré le docteur Ostigui. Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer avec ça. Ça serait très difficile de donner un exemple, une étude basée sur les 20 dernières années, parce que ça n'existait pas, tout simplement. Donc, si on prend les études qu'on a, on a plusieurs études qu'on a annexées. Les études qu'on a sont les études les plus à jour qu'on peut avoir, parce qu'une étude qui daterait de 2001, la cigarette électronique n'existait pas à ce point-là. Donc, les études qui sont démontrées en ce moment sont les plus à jour qu'on peut avoir, puis sont généralement très positives. Compte tenu des connaissances qu'on a en ce moment, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'on interdise le vapotage aux mineurs? Bien, le vapotage doit être interdit aux mineurs et c'est ce que CVA ont dit comme point. Au même titre que la cigarette? Bien, au même titre que la cigarette, oui. Que ce soit avec ou sans nicotine, c'est pas quelque chose que, comme organisation, on préconise de vendre aux jeunes. Puis de tous les commerçants que je connais qui ont des business qui sont standards, si on dirait, demandent les cartes d'identité à l'entrée de leurs établissements, même si pour l'instant, c'est pas une loi. Nous, depuis 4 ans, on n'a jamais vendu à un mineur, puis chaque mineur qui traverse la porte il est mis à l'extérieur puis écarté s'il n'a pas l'air d'avoir 25 ans et plus, comme dans un dépanneur. Dû au fait, je comprends votre malaise d'être associé à des produits du tabac. Je vous ai entendu dire ça tantôt, là, je l'ai entendu.
Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on veut l'encadrer, la consommation de cigarettes électroniques. C'est ce qui est un peu stipulé dans le projet de loi. Là, vous me dites que vous êtes à l'aise avec la non-consommation des mineurs. Est-ce que vous êtes à l'aise comme ici, là? Est-ce que vous seriez à l'aise de voir du monde vapoter ou si on pourrait considérer que ça ne fait pas plus de sens que de fumer? Bien, au niveau de fumer en public, l'effet négatif de fumer en public, c'est qu'il y a une fumée secondaire pour les gens alentour de nous. Il y a aussi l'effet que les gens vont recevoir notre fumée, pas au niveau du point de vue santé, mais au niveau du point de vue visuel, que ça peut être dérangeant. Donc, dans un restaurant, si je suis en train de manger un steak en famille puis que je ne vapote pas, que quelqu'un envoie ça vers ma table, ça pourrait me déranger. Donc, ce que nous, on préconise, c'est que les endroits qui sont 18 ans et plus, comme les boutiques de cigarettes électroniques, aient le droit d'utiliser la cigarette électronique à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites je sais pas moi, des restaurants où on peut aller avec notre famille, des clubs de golf, puis tout ça, là, on l'interdirait, puis ailleurs, on l'interdit pas? Comme tantôt, on avait les tenanciers de bar, là, on pourrait laisser le vapotage à l'intérieur, mais par contre, sur une terrasse de restaurant, on va l'interdire? Bien, c'est sûr que c'est comment est-ce qu'on appelle un framework à faire. Je peux pas vraiment le dire, moi, je ferais ça comme ça. Mais c'est surtout au niveau des boutiques. Au niveau des boutiques, on a une éducation à faire avec nos clients. Donc, les gens qui viennent en boutique, dans nos magasins, ils vont traverser les portes bien souvent avec zéro connaissance de ce qu'est une cigarette électronique. Ils vont Oui? Oui, je vous écoute. Ils vont avoir vu un petit modèle dans un dépanneur qu'on achète, on retire de l'emballage puis qu'on utilise directement en tirant comme sur une cigarette. Mais 90% de tout ce qui est vendu, c'est pas ça que les gens utilisent. Donc, à ce moment-là, on se doit, comme tenancier d'établissement, de donner l'éducation propre à la personne qui vient. Des fois, je vais donner un exemple qu'on pourrait envoyer quelqu'un voir un lien sur YouTube. Mais il y a certaines personnes qui sont plus âgées, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas accès à YouTube, qui ne connaissent pas ça. On doit leur montrer de A à Z comment ça fonctionne parce qu'il faut l'ouvrir, mettre le liquide à l'intérieur, remplacer l'élément. Fait que c'est une éducation qu'on a à faire avec nos clients, c'est très important. Si je vous disais, parce que ce que je comprends, puis à moins que je ne comprenne pas bien, là, vous me corrigerez. Ce que je comprends, que vous êtes d'accord avec l'ensemble de la réglementation, sauf pour l'intérieur des boutiques où se vendent des cigarettes électroniques, vous souhaiteriez que les gens puissent l'utiliser pour au moins l'essayer. Yeah, I can answer that one. Oui, bien, je vais répondre à cela. Je pense que là, ce qu'on veut savoir, c'est une bonne réglementation appropriée. Ça veut dire des espaces, c'est aux commerçants de décider. Mais évidemment, que ce soit des adultes. Évidemment, des études à long terme, il n'y en a pas, c'est vrai, mais malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de preuves qui existent déjà sur la vapeur secondaire, ça existe déjà et ça montre que c'est presque, en fait, inoffensif. Et il y a, évidemment, il va y avoir des études à long terme peut-être à un moment donné, mais c'est ce qu'on recherche, c'est l'idée que les adultes devraient avoir le droit de prendre cette décision. Là où il n'y a que des adultes de présent, les commerces devraient être en mesure de prendre cette décision également. Alors, c'est la position de notre association sur l'endroit où serait permis le vapotage. Selon ce que... Pour avoir discuté avec des propriétaires de restaurants, etc., selon ce qu'on me dit, c'est que ça devient complexe d'identifier quelqu'un qui fume, quelqu'un qui vapote. Tu sais, quand tu es dans le lot d'activités, de restauration ou tout autre, puis de commencer à dire, OK, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Okay. Puis il y en a, vous savez, des petites vapoteuses, là, pas ce que vous vendez vous autres, mais il y a des petites affaires là, dans un petit paquet Exact. Fait que c'est là où je vous dis que peut-être un encadrement, sauf pour les boutiques, parce que le but n'est pas de l'interdire, la cigarette électronique. C'est plutôt d'encadrer la pratique au même titre que la cigarette et faciliter l'application de la réglementation. Parce que si on fait un règlement et on n'est pas capable de l'appliquer, c'est aussi pire que de ne pas en faire, à mon avis. Alors, faut pas empêcher les gens d'avoir accès, mais il faut quand même, parce que c'est vrai, il y a des gens qui réussissent à arrêter de fumer avec ça. Il y en a qui vapotent pendant longtemps. Il y en a d'autres que j'ai même vu pendant l'été. J'ai fait que ça pendant mes vacances. Parler du tabac, tout le monde m'en parlait. Tout le monde m'a parlé de vapotage. C'était comme c'était écrit dans mon visage là, pendant toutes mes vacances. Alors,
J'ai rencontré des gens qui faisaient toutes sortes de choses. Je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Il y en a qui ont arrêté de fumer avec ça. Il y en a d'autres qui ne vapotent comme vous depuis longtemps puis qui ne pensent pas d'arrêter. Puis il y en a d'autres pour qui le vapotage est comme une soupape parce que dès qu'ils sortent d'un établissement, parce qu'en ce moment, c'est pas réglementé, quand ça va le devenir réglementé, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais ils vapotent en dedans puis ils fument dehors. Fait que là, il y a comme un autre impact. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Je ne veux pas généraliser parce que... C'est un petit pourcentage de Oui, puis je ne veux pas généraliser parce que je n'ai pas les statistiques officielles là-dessus. Puis ce que j'entends surtout des médecins de votre association, c'est pour permettre aux gens d'utiliser ça pour ne plus fumer. Alors, je ne pense pas que l'encadrement va faire en sorte que ça va empêcher les gens d'utiliser les cigarettes électroniques. Si on veut réellement... Vous parlez ici à une ex-fumeuse. J'ai arrêté, moi, de fumer. Oui. Bon. Fait que si c'était possible pour moi qui était une bonne fumeuse, puis je suis pas meilleure que l'ensemble de la population, là, ça a été difficile, je m'en cache pas, mais j'ai réussi. Mais si ça a été possible, c'est possible pour d'autres. Ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer, c'est pas le fait qu'on va encadrer la cigarette électronique, je pense, puis vous me corrigerez, je vais vous entendre là-dessus, qui va faire en sorte que si tu veux t'en servir pour pouvoir arrêter de fumer, ben tu vas pouvoir le faire, mais tu sais qu'il y a un encadrement réglementaire que tu peux pas utiliser ça partout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma prémisse? On ne peut pas l'utiliser partout, oui, parce qu'il y a des endroits... comme je disais tantôt, c'est au niveau des endroits majeurs. Je me vois très mal utiliser une cigarette électronique dans un McDonald's rempli d'enfants. Mais dans un club de pool, pour jouer au billard, je me vois plus utiliser ça là. Mais encore là, c'est une question de perspective, puis c'est une question de la façon que ça sera encadré. JB? Oui, définitivement. Donc, il y a certains endroits qui peut-être vont se prévaloir d'un droit de dire que non, ils refusent les gens avec des cigarettes électroniques, ils refusent que les gens utilisent leurs cigarettes électroniques à l'intérieur. Je crois que c'est leur droit. Si un établissement interdit les gens d'entrer avec une tuque ou un couvre-chef quelconque, le choix est à la personne de le retirer ou d'aller dans un autre endroit. Je réitère la position de M. Marien sur le fait que l'encadrement qu'on peut offrir en boutique est excessivement important. Il y a une multitude de modèles qui sont disponibles. Il y a beaucoup de réservoirs et de trucs comme ça. Donc, l'industrie a beaucoup évolué dans les dernières années. C'est important que des magasins puissent expliquer aux gens devant eux. Donc, pas simplement quelqu'un qui rentre, qui dit « je souhaiterais passer à la cigarette électronique », confie de l'argent au magasin, le magasin leur donne un produit, puis les gens doivent aller sur YouTube, comme disait M. Marien, pour trouver comment ça fonctionne. D'enfants, tout ça. Tout à fait, tout à fait. 18 ans et plus, toujours. Comme M. Marien disait, l'industrie s'est un peu auto-régulée en ce sens que, comme il disait, la plupart des magasins que je connais, en fait, tous, vont demander des cartes aux gens. Ça ne vient pas d'une directive gouvernementale, c'est simplement nous qui trouvons que ça tombe sous le gros bon sens de demander aux gens une pièce d'identité lorsqu'ils entrent en boutique. L'Association canadienne de vapotage façon proactive a établi des règles qui empêchent tous les membres de vendre ces produits à des mineurs. Et ceux qui en vendent doivent avoir un panneau à l'entrée de la boutique pour interdire l'accès à des mineurs. Il y a des règles qui sont là depuis 2011 d'ailleurs. Et beaucoup de compagnies, ma propre compagnie et d'autres associations s'auto-réglementent depuis très longtemps. Bravo, mais c'est pas tout le monde qui l'a, alors c'est pour ça qu'on va devoir réglementer. Là, je m'entendais en écho, c'est... Au niveau de la réglementation, c'est ça qu'on veut, justement, que l'industrie soit réglementée pour qu'on puisse continuer d'avoir des business qui sont fleurissantes. Tantôt, je parlais rapidement au niveau de l'éducation d'un client. Je voulais juste vous montrer deux choses différentes pour que vous n'êtes peut-être pas tous familiarisés avec qu'est-ce que c'est une cigarette électronique. Je ne l'utiliserai pas. Mais ça, c'est un modèle que vous avez sûrement tous vu, généralement. C'est un modèle qui est assez générique. Il y a une façon de le remplir à l'intérieur. Il y a un élément qu'il faut changer de façon périodique pour pas qu'il y ait de dépôts à l'intérieur qui finissent par avoir un mauvais goût puis qui peuvent produire des choses qui sont néfastes s'ils restent là. Puis, il y a des modèles qui sont beaucoup plus gros, qui vont être un modèle comme celui-là ici que j'ai apporté, juste pour le montrer. C'est la même chose, mais c'est deux fonctionnements qui sont complètement séparés. Puis, je ne serais pas à l'aise d'envoyer qui que ce soit à la maison avec une unité comme ça en ayant vendu, sans qu'il y ait l'explication appropriée. Celui-là ici, c'est un petit chargeur qu'on branche. Quand c'est chargé, c'est terminé. Celui-là, il fonctionne avec 3 batteries différentes qu'on met sur un chargeur.
Les batteries doivent être chargées d'une certaine façon, doivent être manipulées, entretenues d'une certaine façon. Donc, c'est très important que ça soit bien expliqué au niveau de la sécurité, surtout de l'utilisateur. Qu'est-ce que vous pensez des cigarettes électroniques à 10 qui sont vendues dans les dépanneurs? Bien, les cigarettes électroniques de dépanneur, on a tous dans l'industrie la même opinion là-dessus. On va regarder sur un emballage que c'est écrit 1200 puffs, mais étant un ancien fumeur, vous savez que quelqu'un peut prendre une puff d'une demi-seconde sur une cigarette ou peut prendre une puff bien fâchée de 4 secondes et demie. Donc, c'est 1200 puffs de combien? Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on regarde une cigarette électronique, on a un réservoir. On voit le niveau de liquide à l'intérieur. Dans les jetables de dépanneurs, il n'y a pas de réservoir. Ils arrêtent de fonctionner quand ils sont à sec. Donc, c'est quelque chose qui... Je peux ajouter aussi des différences avec les produits des dépanneurs. Nous, on pense que quelle que soit la façon dont vous voulez vous éloigner du tabac, bon, c'est à vous. Je pense que c'est bien, quel que soit le recours que vous preniez, mais on a vu que souvent les appareils compliqués qu'on voit dans certaines boutiques spécialisées, souvent sont plus efficaces. Alors, encore une fois, moi, c'est comme ça. J'ai commencé avec ça, moi, dans mon magasin, et ensuite, j'ai continué avec celle-là parce que je pense que c'était plus efficace. Alors, c'est là que la partie éducation rentre, parce qu'un appareil de 10 $ n'importe qui peut en acheter. Mais évidemment, nous, on veut, si on veut quitter la cigarette, il faut avoir quelque chose de mieux. Deux petites questions. J'en ai une qui concerne... J'en ai une que j'ai perdue, mais elle va revenir pendant que je vais vous poser celle-là. Vous savez que les experts de l'Organisation mondiale de la santé et le Surgeon General des États-Unis mettent en garde la population sur les risques à la santé liés à la nicotine elle-même, pour les enfants, les adolescents, mais également pour les fœtus, les femmes enceintes. Comment vous pouvez nous recommander l'usage de la cigarette électronique? Comment vous pouvez faire en sorte qu'on puisse permettre ça? Vous nous recommandez de la permettre dans les lieux publics, alors que les personnes dont je viens de vous faire mention sont à risque selon l'Organisation mondiale de la santé. Je peux répondre. Il y a des réponses en deux parties. D'abord, est-ce que ces personnes devraient utiliser des cigarettes électroniques? En fait, clairement, non. Non, si vous regardez des membres actifs, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un avertissement qui dit, bon, les femmes enceintes etc. ne devraient pas utiliser ces produits. Bon, en ce qui concerne les lieux publics, je pense que le message qui est clair que nous voulons vous donner, c'est on veut que ce soit des lieux pour adultes seulement. Alors, il n'y aura pas d'enfants autour dans cet espace. C'est des lieux publics pour adultes seulement et secondairement. Deuxièmement, je pense que c'est important de voir la vapeur secondaire, ce que ça produit en termes d'exposition à la nicotine. C'est des chiffres importants. L'étude que nous avons faite et certaines informations que nous donnons vont montrer que la vapeur secondaire en termes de nicotine, c'est 0. Il n'y en a pas suffisamment pour poser un risque dans la santé pour les groupes que vous venez de mentionner. Alors, on dit quand même que, bon, dans des lieux pour adultes seulement, mais évidemment, la question de la vapeur secondaire ne représente vraiment aucun risque. C'est important de le dire. Bien, il commence à y avoir des études qui nous permettent de penser que oui, il y a certains produits dans l'atmosphère, mais ce n'est pas en quantité énorme comme le tabac, je vous le concède. Deux questions importantes, à mon sens, qui vous concernent, les saveurs. Vous savez que pour tout l'ensemble des produits du tabac, on interdit les saveurs, que ce soit dans les cigarettes, les cigares, dans les chichas, etc. Et aussi dans le tabac sans fumer. Le vapotage, on l'a laissé, mais on s'est gardé une porte ouverte dans la réglementation possible, éventuelle, si on s'aperçoit qu'il y a une croissance des ventes chez les jeunes qui les amène par la suite vers le tabac. On n'est pas une industrie de tabac. La première des choses, c'est que ce qu'on vend, c'est pas du tabac. Deuxième chose, il y a des études qui ont paru en France, puis je vais laisser M. Maltais vous le dire, parce que je crois qu'il est plus direct sur moi sur cette étude-là. Tu m'en as parlé la semaine dernière.
En fait, il y a plusieurs études qui ont confirmé que les saveurs faisaient partie intégrante du processus de la cigarette électronique. On va remarquer beaucoup de gens qui vont commencer avec des saveurs assez simples, les saveurs tabac, des saveurs plutôt neutres. C'est souvent ce à quoi ils sont habitués. Donc, un fumeur qui a fumé une vingtaine d'années, peu importe, est habitué à un certain goût lorsqu'il a la dynamique de porter quelque chose à sa bouche et d'exhaler de la fumée ou de la vapeur. Ces gens, par la suite, ont tendance à aller vers différentes saveurs. La raison est, selon moi, assez simple. Les papilles gustatives et le goût revient beaucoup lorsqu'on arrête de fumer. Tous les ex-fumeurs ici pourront en témoigner. Donc, plusieurs études ont relevé le fait que les saveurs étaient excessivement importantes dans le processus. Et les saveurs n'ont pas de genre, n'ont pas de sexe et n'ont pas d'âge. Des clients de 58 ans, de la soixantaine, peuvent adorer la saveur à la fraise, tout comme peuvent adorer la saveur menthol, melon, peu importe. Plusieurs gens que je connaisse, des hommes de grande stature, vont utiliser des saveurs qui pourraient paraître un peu sucrées. J'aime beaucoup le melon. Il y a plusieurs gens que je connaisse qui aiment des saveurs, comme les policiers aiment bien les appeler habituellement. Ces saveurs-là, nous ne les voyons pas comme étant une menace ou une manière d'amener les jeunes vers le vapotage. Je vous mentionnais, je dis pas que c'est automatiquement ça qui va arriver, mais si on s'aperçoit que ça devait arriver, qu'ils s'initient à la cigarette électronique avec saveur nicotine, parce qu'on se peut, même s'il n'y en a pas dans l'air, la nicotine crée une dépendance. Ça, c'est inévitable. Si on vient qu'à s'apercevoir dans 1 an, dans 2 ans, parce que vous savez qu'on ouvre la loi à tous les 5 ans seulement, si on s'aperçoit que les statistiques, la prévalence au tabac augmente chez les jeunes, parce qu'ils ont commencé par la cité, ça ne va pas se bâtir en 6 mois, ça, cette statistique-là. Là. Ce que je veux vous dire, c'est que si ça arrivait, on pourra réglementer, mais pour l'instant, on laisse les saveurs-là pour permettre aux gens d'utiliser vos produits pour en venir à une cessation de tabagisme. Vous êtes à l'aise avec ça? Au niveau des saveurs, il n'y a pas un utilisateur de cigarettes électroniques qui a jamais fumé, OK? On s'entend que le pourcentage de gens qui utilisent le e-cig puis qui n'étaient pas fumeurs au départ est très moindre. Mais quelqu'un qui n'a jamais fumé et utiliserait une cigarette électronique ne sera pas tenté à aller vers une cigarette parce qu'une cigarette, pour tous ceux qui ont déjà fumé une cigarette, qui ont déjà été fumeurs, ça n'a pas un goût extraordinaire. Donc, quelqu'un qui n'était pas fumeur puis qui utilise une cigarette électronique de façon récréative, sans nicotine peut-être bien, va jamais tomber dans le goût de « je vais aller fumer une cigarette » parce qu'il n'y a personne ici qui mangerait un gâteau au tabac. Fait que ces gens-là vont venir, vont pas utiliser une cigarette électronique avec des saveurs de tabac. Ils vont vouloir une saveur de gâteau, une saveur Écoutez, il y en a tellement des saveurs, pina colada, nommez-les. Donc, ils seront jamais attirés par un goût de tabac parce que c'est pas ça que ces gens-là recherchent du tout. C'est vraiment pas un gateway vers la cigarette. Puissiez-vous dire vrai, alors on n'aura jamais besoin de réglementer si tel est le cas. Puis concernant les lieux publics, je veux juste vous dire que, au-delà des études scientifiques, ma préoccupation, c'est la renormalisation du geste de fumer. Alors, c'est un peu ça aussi pour qu'on réglemente. Maintenant, la promotion. 10 secondes. 10 secondes. Je vais vous parler de promotion dans les boutiques. Si on laisse l'affichage de l'intérieur seulement pour les boutiques spécialisées, seriez-vous à l'aise avec ça? Ça prend l'affiche extérieure qui dit... Ouais, pas de l'extérieur. Non, mais l'affiche de la compagnie... Ouais, vape shop, je sais pas quoi, là. Ben là, on sait qu'on s'en va. Moi, je sais bien que je m'en irais dans une boutique de vapotage, mais les publicités, les formats que vous avez, si on les voit que de l'intérieur, êtes-vous à l'aise avec ça? We think that that's appropriate. On pense que c'est approprié, mais qu'est-ce qui est important? C'est que les personnes qui sont majoritaires, des adultes qui vont dans la boutique et qui ont une expérience, qui peuvent prendre la bonne décision. C'est vraiment ce qu'on veut. Nous allons maintenant nous tourner vers notre collègue de Rosemont pour une période de 14 minutes. Oui, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Welcome to National Assembly. D'abord, je voudrais savoir, ça évolue très, très rapidement. Au Québec, en ce moment, votre évaluation, il y a combien de boutiques de vapotage? 183 au Québec qui sont des boutiques dédiées à la cigarette électronique.
plus les tabagies et tous les dépanneurs qui vendent les modèles jetables maintenant en magasin. Mais des magasins de cigarettes électroniques, il y a 183 magasins environ différents. Et de ceux-là, quelle proportion sont membres de votre association? On a à peu près une douzaine de bannières. Comme un exemple, ma bannière, c'est plusieurs magasins. La bannière que JP travaille pour, c'est plusieurs magasins. On a 12 bannières qui sont avec CVA en ce moment. 12 bannières qui regroupent sur 183, quoi? La moitié? C'est dur à dire exactement. Et moins de la moitié? Un petit peu moins que la moitié. Moins que la moitié. Un petit peu moins que la moitié. OK. Et est-ce que votre volonté, c'est de recruter la quasi-totalité? Le moment possible, c'est qu'on était à l'ouverture de notre association. Donc, on a fait une restructuration pour les frais mensuels, puis on croit avoir plus d'adhésion très, très récemment dans un court terme. Quel est l'intérêt d'une boutique de s'associer à votre association? Bien, c'est pour aider justement CVA à pouvoir travailler, à engager les professionnels avec qui on travaille pour qu'on puisse avoir une législation qui est juste et équitable pour notre industrie le plus possible dans les provinces à travers le Canada au complet. Si je peux permettre aussi, selon moi, les gens qui se joignent à une association comme CVA démontrent clairement un intérêt dans le futur de la cigarette électronique. C'est sûr qu'il y a beaucoup, comme M. Marien disait, il y a beaucoup de tabagies qui décident d'inclure la cigarette électronique dans leur présentoir. Il y a beaucoup d'autres magasins qui décident d'incorporer la vape dans les produits qu'ils vendent. Le fait de se rallier derrière un groupe qui, justement, est entendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, démontre, les gens qui veulent venir nous rejoindre, ça démontre vraiment qu'ils veulent un avenir sain de la cigarette électronique, un avenir où il y a des régulations qui font du sens, des régulations qui sont bonnes pour l'industrie et qui sont bonnes aussi pour les consommateurs. Quelle est, d'après vous, l'ampleur du problème des boutiques qui sont illégales ou qui vendent à des mineurs ou qui ne partagent pas votre éthique? Selon moi, c'est assez peu. Ces boutiques-là, si elles vont ouvrir, devraient fermer sous peu. Donc, habituellement, c'est des boutiques qui ne portent pas une grande attention aux clients ou à la qualité de leurs produits. Comme M. Marien a précisé au début de la présentation, le succès de la cigarette électronique, c'est simplement du bouche à oreille. S'il n'y a pas de publicité, il n'y a personne qui se paie des montgolfières à l'effigie de leur bannière. Donc, si le mot se passe qu'une compagnie ne porte pas attention à ses produits, ne porte pas attention à ses clients, cette compagnie-là ne pourra simplement pas continuer d'exister, passer une année, même pas. Donc. Est-ce que, on le sait, il y a une augmentation donc de la consommation via la cigarette électronique et les cigarettiers investissent. Philip Morris, Reynolds, Imperial Tobacco investissent dans la cigarette électronique. Pourquoi, selon vous? Parce qu'on nous enlève une grosse part de marché. Comment est-ce que ça va modifier votre industrie, l'arrivée des cigarettiers? Bien, c'est dur à dire parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé encore. Je vous dirais que pour l'instant, au niveau des business comme les nôtres, les gens qui achètent leurs cigarettes au dépanneur de façon régulière à tous les jours depuis les 25 dernières années, certaines de ces personnes-là vont essayer une cigarette électronique jetable, vont apprécier leur expérience plus ou moins, puis vont se dire « Je vais aller voir un magasin de cigarettes électroniques, je vais l'essayer ». Il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer et qui vont dire « J'ai acheté ça, t'as-tu quelque chose de mieux? » Puis à ce moment-là, on a tous des stations d'essai pour différents modèles. Pourquoi avoir à essayer? Parce qu'un fumeur qui fume 5 cigarettes par jour, puis un fumeur qui fume 45 cigarettes par jour n'a pas le même besoin en cigarette électronique. Il va avoir besoin d'un modèle avec plus de batterie et plus de performance pour pouvoir faire sa journée. Parce que l'idée, c'est qu'une cigarette, tu as besoin d'une, ben moi, j'ouvrais mon jacket, puis j'en prenais une, j'en avais plus, je prenais le paquet de plus qu'il y avait dans le coffre à gants. Une cigarette électronique, il faut qu'il y ait assez de courant pour faire sa journée, pour que le fumeur ne soit pas tenté de s'acheter un paquet de cigarettes. Normalement, les cigarettes électroniques qui sont produites par les cigarettiers vont être disponibles dans vos boutiques. Non? Pourquoi pas? Ce qu'on peut voir aux États-Unis en ce moment sur certaines compagnies de tabac qui semblent se lancer dans l'aventure cigarette électronique, exemple Mark 10 que j'ai vu, j'étais aux États-Unis cette fin de semaine, ce sont des petits modèles, comme disait M. Marien, des modèles
cig-alike, on appelle dans l'industrie, donc qui ressemblent à une vraie cigarette. Et ce ne sont pas des modèles que des compagnies, disons, comment dire, je ne dirais pas sérieuses, mais je dirais qui veulent répondre à plusieurs besoins, des besoins différents, vont être portés à aller chercher. Le modèle que M. Marion a montré auparavant est somme toute assez petit, assez discret, donc la plupart des gens iraient vers ce modèle-là plutôt qu'une petite cigarette électronique de dépanneur. Donc, nous, l'attrait ne semble pas être très, très fort pour ça. Non. Mais s'ils devaient développer des cigarettes plus sophistiquées, est-ce que vous avez une position de principe à les avoir dans vos boutiques? Je suis la seule qui n'a pas de boutique, mais je peux parler des grands cigarettiers, eux qui veulent peut-être avoir une part du marché. Si vous regardez l'histoire de l'industrie, aussi ce qui se passe, les grosses compagnies de tabac ont toujours utilisé des canaux de distribution qu'ils ont contrôlés avec... alors, peut-être qu'ils veulent utiliser des cigarettes, des petites cigarettes qui imitent la vraie cigarette. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des systèmes qui créent évidemment plus de variété et qui répondent à la plus vaste auditoire. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est vous regardez la confiance publique et aussi les clients qui achètent sur nous. 70% disent qu'ils n'achèteraient jamais d'autres produits de tabac. Alors, l'acquisition qu'il faut, comme Blue, Green Smoke, alors, et voient que, bon, les ventes de tabac baissent. Des gens comme nous, on est des anciens fumeurs, on est très anti-tabac. Il y a un niveau de confiance dans notre effort pour essayer d'amener le meilleur produit possible pour les consommateurs, pour les aider. Au niveau des cigarettes elles-mêmes, si c'est fabriqué par des compagnies de tabac, c'est pas quelque chose qui intéresserait vraiment les détaillants, parce que les détaillants, en général, vont acheter un produit qui vient de leur pays, un produit canadien. Donc, au niveau des ventes de liquides et compagnies, les compagnies du Canada préfèrent s'approvisionner dans des succursales puis des manufactures canadiennes parce que c'est fait ici. Il n'y a rien qui interdirait aux cigarettiers d'ouvrir leur propre boutique s'ils développaient un catalogue, parce que leur intérêt, c'est de garder le marché. Et si le marché des fumeurs de cigarettes normales se transforme en fumeurs de cigarettes électroniques, leur intérêt, ça va être de trouver des façons de vous prendre ce marché-là à vous, les indépendants. C'est pas mal certain que c'est ce qu'ils vont avoir dans l'œil comme point de mire, parce que selon le Forbes Magazine, c'est ce qui va arriver en 2021. 2021? Oui, la courbe de croissance se joindrait en 2021. Donc, de la baisse de la consommation de cigarettes normales et de la hausse de cigarettes électroniques. Bon, je comprends que on a eu des témoignages de pneumologues qui sont assez probants sur la question de l'utilité de la cigarette électronique pour cesser de fumer. Et ils étaient assez convaincus de la non-nocivité ou de la relative faible nocivité de la fumée secondaire. À ce moment, il y a quelques études qui semblent dire le contraire. Pas que la nocivité est nettement moindre que la fumée secondaire de la cigarette traditionnelle, ça c'est certain. Mais je regarde par exemple les chercheurs de l'Université de Southern California qui l'an dernier disaient c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes cancérigènes que dans la cigarette normale, mais la fumée secondaire électronique contient du chrome qu'on ne retrouve pas dans la fumée secondaire traditionnelle, jusqu'à 4 fois plus de nickel que la fumée secondaire traditionnelle. Plusieurs autres métaux toxiques comme le zinc et le plomb ont été détectés dans la fumée secondaire électronique, mais en concentration moindre que dans la traditionnelle. Le professeur Konstantinos Sioutas a expliqué que ces concentrations de métaux toxiques sont inquiétantes, même si, en règle générale, la fumée secondaire électronique est moins dangereuse que la traditionnelle. Est-ce que les chercheurs croient que les métaux proviennent de la cartouche de la cigarette électronique et qu'on pourrait amenuiser le problème en modifiant les méthodes de fabrication? Est-ce que vous êtes conscient de ce problème et est-ce que c'est quelque chose auquel vous pouvez remédier?
Je serais heureux de répondre. Alors, l'étude en question se penchait sur les produits de tabac, des grosses. C'est différent de ça parce que c'est des problèmes où le liquide est contenu dans une cartouche scellée. Donc, c'est là on parle de la présence de métaux. Des études ont été faites aussi sur les produits que nous produisons et ils n'ont pas trouvé les mêmes produits que nous vendons. Je connais cette étude. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études qui montrent que la vapeur secondaire est vraiment très peu nocive. OK, donc juste pour traduire pour les gens qui nous écoutent, la réponse est que l'étude en question portait sur les cigarettes électroniques produites par les cigarettiers et non pas par la méthode que vous avez. Non? C'est une étude qui est produite sur les cigarettes vendues par les cigarettiers, des sauces qui sont scellées, qui sont jetables. Fait que les cartouches à l'intérieur de ceux-là, c'est des cartouches qui sont scellées avec du liquide dans une espèce de bourre, puis il y a une torsade électrique à l'intérieur. La cigarette électronique que vous vendez? 15% de ce qui est vendu, non. Okay. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le client, comme je disais tantôt, n'a pas une petite vitre sur le côté pour voir la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur. Donc, à un certain point, il va tirer sur sa cigarette électronique, donc l'élément va s'allumer, mais il s'allume dans une cartouche qui est complètement vide de liquide, mais c'est impossible de le savoir parce que c'est un tube blanc qui est complètement opaque. D'où la différence entre une cigarette qu'on retrouve dans un magasin, dans une boutique de cigarettes électroniques qui est rechargeable, réutilisable et une jetable. Et donc, le consommateur, lui, de cigarettes électroniques, bon, il envoie une au dépanneur, ça peut être celle-là, il peut y avoir ce problème-là. Lorsque vous dites que vous êtes en train de discuter d'un groupe de travail avec Santé Canada pour une norme ISO sur la composition, est-ce que ça pourrait déboucher sur une composition réglementée qui exclurait ce type de risque-là? Oui, certainement, ce type de risque, parce que les normes sur lesquelles on se penche, on veut un test complet des liquides. Nous avons des normes de test pour les cigarettes électroniques qui regardent la composition des liquides et on cherche, par exemple, le dicotone et d'autres, aussi le pH, la quantité de nicotine, pour s'assurer que c'est à l'intérieur d'un niveau acceptable. Donc, on a des tests et nous, on veut aussi continuer de travailler pour la norme ISO. C'est pour faire en sorte que ce soit le plus rigide possible, pour qu'il y ait peu de place, pour qu'il y ait des produits qui aient ces types de résultats. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est une réglementation volontaire. Elle n'est pas imposée. Ce sont les fabricants qui décident volontairement de dire « je vais me conformer à la règle ISO, je vais mettre ça sur mon produit ». Mais ne serait-il pas nécessaire que ça soit de la réglementation imposée à tous? C'est tout ce que, justement, les bons commerçants font en ce moment. C'est pour ça qu'on a fondé des associations, c'est pour ça qu'on s'en occupe, c'est pour ça qu'on essaie de rentrer des gens avec nous dans l'organisation, histoire que les personnes s'unissent ensemble, s'en aillent dans un droit chemin dans cette industrie-là, pour qu'elle soit réglementée. Fait que pour l'instant, en tant que commerçant qui a une quinzaine de magasins, je dois avoir dit non à, je sais pas le nombre de personnes qui n'étaient pas en âge dans les 4 dernières années, mais je les ai tous présenté la porte, puis on n'en a jamais vendu aux mineurs. La loi n'est pas là, mais on l'applique déjà, même si elle n'est pas là, parce qu'on a une conscience sociale. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous tourner vers notre collègue de Saint-Hyacinthe pour un bloc de 9 minutes 30. Merci. Alors, on est d'accord pour s'assurer d'une bonne réglementation en ce qui a trait que ce soit exclusivement réservé aux adultes, qu'il y ait des lieux qui soient définis. Seriez-vous ouvert à ce qu'on impose un permis du ministère de la Santé pour s'assurer de la conformité, premièrement, du produit qui est vendu dans les boutiques et s'assurer que les gens qui conseillent donnent la bonne information? Oui, en fait, je peux répondre. Je pense que l'étape que le gouvernement et les recommandations aussi, on a conseillé qu'il y ait une catégorie de produits pour qu'il y ait donc des permis pour ce produit. Nous sommes tout à fait en faveur de ça. Nous l'appuyons
parce que nous, processus d'autorisation de santé canadienne, c'est vital pour l'industrie, pour que ce soit plus sécuritaire pour les clients, pour qu'ils aient confiance aux produits qu'ils achètent, et aussi pour les manufacturiers, tout le monde, pour respecter ces normes. Les intervenants en santé qui sont venus ici, ils étaient tous contre le fait de vapoter à l'intérieur. Vous dites, ben, on aimerait ça que ça soit ouvert au bar, puis aux boutiques. Il faut pas minimiser non plus le geste de fumer, l'acte comme tel. Pensez-vous que d'autoriser la cigarette électronique dans les bars pourrait susciter une tentation chez les anciens fumeurs, puis qui pourraient recommencer à fumer? Moi, je vous dirais qu'à la sortie d'un bar, si je sors à l'extérieur, je vais voir 25, 30, 40 personnes alignées sur le trottoir en train de fumer une cigarette. Que je sois n'importe où dans le bar, si je me tourne de côté, c'est ce que je vais voir par la fenêtre à l'extérieur. Donc, d'un point de vue de normaliser le geste, non, je pense pas que ça pourrait vraiment faire une différence. Aussi, si je peux me permettre, une étude de la Harvard School of Health avait été conduite l'année passée, si je ne m'abuse, montrant que moins d'1% des gens qui utilisent une cigarette électronique ne sont pas fumeurs. Donc, sur la quasi-totalité des gens qui utilisent une cigarette électronique, ce sont des gens qui sont dans un processus d'abandon du tabac. Donc, les gens ne seraient pas incités à aller vers la cigarette électronique juste pour le plaisir. Parce qu'on s'entend pour dire que c'est complexe pour le consommateur. Le terme cigarette, on sait que ça désigne un produit qui fonctionne à l'électricité sans combustible, puis qui est destiné là, à faire l'acte de fumer. Il y en a qui sont à vapeur, il y en a d'autres qui sont à fumée artificielle, puis qui ressemblent visuellement à de la vraie boucane de cigarette. Qu'est-ce que c'est, artificielle? Pardon? Qu'est-ce qui serait à fumée artificielle? Ceux qui ressemblent, tu sais, que la fumée est plus opaque, là, plus... C'est de la vapeur, c'est la même chose. Oui, c'est la vapeur. Tous les systèmes produisent la même... Mais on s'entend pour dire qu'il y en a, ils sont tous aromatisés, mais il y en a qui contiennent de la nicotine, il y en a qui n'en contiennent pas. Oui. Alors, c'est compliqué là, pour quand même le consommateur. Serait-il en fait souhaitable de quitter le mot cigarette électronique pour s'éloigner justement du monde du tabac pour ceux qui contiennent pas de nicotine, parce que je sais que il y a eu un projet de révision de la directive sur les produits et tabac à Bruxelles en 2012, puis ils se sont penchés sur la question justement pour éviter que des compagnies de tabac rachètent des compagnies de cigarettes électroniques. Donc, ça réglerait le problème. C'est aussi important peut-être de vraiment différencier cigarette et nicotine. C'est pas deux choses qui sont intrinsèquement liées. Ils vont pas nécessairement ensemble. Donc, de dire que celles contenant de la nicotine sont des cigarettes électroniques, que celles n'en contenant pas sont un autre mot, je pense qu'on peut trouver une désignation qui engloberait tout. Donc, je pense que c'est excessivement important aussi d'enlever le mot nicotine et cigarette et de pas nécessairement les mettre ensemble tout le temps. Et pour les clients qui n'avaient tout simplement pas la vapeur de la cigarette électronique dans les bars, avec votre demande, ces gens-là font quoi? C'est parce qu'il faut finir de l'entendre. Ah, OK. Answering about secondhand vapor, je pense que c'est bien important de comprendre la différence entre quelque chose qui est une nuisance et un risque pour la santé. Je peux trouver que quelque chose me nuit mais c'est pas vous pas dire que c'est un danger pour ma santé. C'est juste quelque chose qui me dérange. Mais dans le cas de la vapeur, je pense qu'on a quelque chose qui a vraiment la cigarette a un problème de santé vraiment très important. Et je pense que c'est ça le problème. Mais peut-être que ça peut déranger certaines personnes, mais la vapeur ne cause pas de risque pour la santé. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous répondez? Parce que en fait, les médecins qui sont venus ici aujourd'hui, ils nous ont dit, non, ça contient pas la vapeur, c'est pas nocif comme tel pour la santé, mais socialement, c'est pas acceptable. Alors, c'est pour ça qu'ils ont tendance à
à ne pas vouloir l'autoriser sur les terrasses, par exemple. Je suis d'accord avec le fait que ça peut incommoder une personne qui est assise à côté de moi sur une terrasse. C'est possible. Mais si on est dans n'importe quel événement, dans n'importe quel bar, concert et compagnie, ils utilisent des machines à vapeur un petit peu partout dans ces établissements-là, puis l'usage est légal et permis à l'intérieur, ce qui va produire l'équivalent d'à peu près 30 000 cigarettes électroniques en même temps en l'espace de 30 secondes. Merci. Merci beaucoup. Thank you very, very much for your presentations. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, donc aux représentants de l'Association canadienne du vapotage. Compte tenu de l'heure, j'ajourne les travaux de la commission à demain, mercredi 19 août à 9h30. Merci beaucoup.